Alors, c'est parti, mais j'aimerais ça, Jean-Yves, que tu présentes notre invité, Pierre, qui il est. Ben, avec plaisir. Écoute, Pierre, c'est mon directeur de thèse, c'est mon prof, c'est un ami. On se connaît depuis, je sais pas, une vingtaine d'années facile. Euh, Écoute, juste pour te le placer, il est titulaire d'une chaire de recherche à l'Université de Montréal qui supervise 5 universités. Il a été président, je pense que tu es redevenu président de la Société canadienne de recherche sur les produits de santé naturelle. C'est un pharmacologue, donc quelqu'un qui s'intéresse au comment ça marche dans le monde de la physiologie des plantes, des médicaments. Mais il a pris ce savoir-là puis il l'a appliqué aux produits naturels, aux plantes. Il va te raconter comment ça a commencé parce que c'est folklorique. Mais ça donne des recherches fascinantes. Puis ce qu'il a mis sur la map, c'est cette chaire de recherche-là était, ou est encore, pour aider les gens du Grand Nord, les Cris, à traiter la maladie des Blancs qui les affecte, alias le diabète, avec les produits de là-bas. Mais pour essayer de valider ça, tu peux pas juste dire prends telle plante, parce que le guérisseur de là-bas a dit ça. Il faut que tu prennes ça, tu comprennes ce que le guérisseur dit d'abord, donc il faut qu'il y ait un effort de traduction qui est là, de parler le même langage que ces gens-là, donc d'être accepté, pas arriver comme l'homme blanc par-dessus, là, non, parce que ça marche jamais, ça, et de sortir de ça à partir de la science occidentale pour recomprendre ce qu'ils font, puis l'appliquer. Je trouve ça extraordinaire. Ça doit être fascinant. Ben, c'est une belle histoire, effectivement, qui a commencé très naïvement, je pense, quand je parle à des collègues qui œuvraient dans la santé autochtone depuis longtemps. Ils m'ont dit t'es fou d'avoir fait ça, mais je pense que c'était la naïveté de dire ben, ils ont il y a un problème criant. En fait, c'est ça, c'est comme dit Jean-Yves, c'est un peu une histoire folklorique parce que je voulais travailler sur les plantes médicinales en lien avec le diabète. J'avais une expertise biomédicale très classique dans le foie, puis comment ça aide à gérer les glucides et les réponses à l'insuline. Puis je voulais l'appliquer à l'étude des plantes médicinales que j'ai découvert lors d'un congrès au Maroc, à Marrakech. Les lois du Grand Nord, quand tu dis? Ben, c'est ça. Où il y avait une session complète sur les plantes médicinales, puis ça m'a vraiment... J'ai eu la piqûre à ce moment-là. Puis quand je suis revenu ici, j'ai tout de suite cherché des collègues qui œuvraient là-dedans. Il y avait Alain Cuerrier, qui est ethnobotaniste au Jardin botanique de Montréal, qui s'intéressait beaucoup aussi à l'herbier médicinal des Premières Nations. Donc Ça me parle. Ah oui, oui. Puis, en tout cas, bref, je me posais la question aussi comment réussir à avoir des subventions parce que c'est effectivement le nerf de la guerre si on n'a pas de sous. J'ai commencé avec un petit projet avec les Marocains sur la nigelle. On va y arriver à la nigelle éventuellement, qui est une plante fascinante aussi, puis qui était sortie comme une des plantes que les herboristes recommandaient pour le diabète aussi. Alors, j'ai commencé là-dedans, puis c'est cette opportunité des recherches avec les Autochtones est venue encore d'autres rencontres non organisées. Alain Cuerry m'avait invité à un congrès sur les savoirs traditionnels et plus l'aspect éthique. Parce qu'il y a beaucoup d'usurpation, la biopiraterie, je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est le vol des savoirs traditionnels que partageaient les aînés. Les gens partaient avec ça, puis ils faisaient des produits, puis il n'y avait jamais rien qui revenait. Je veux juste te donner un exemple criant. La tomate, c'est américain. Enlève la tomate des Italiens dans leur cuisine, ça fait quoi? Mais ça vient de l'Amérique. Le maïs, la patate, c'est toutes des choses américaines qui ont été carrément volées et cultivées là-bas, mais puis jamais de retour. Alors, quand tu parles de ça, c'est des aliments, mais au niveau des plantes médicinales, il y en a une collection comme ça qui sont parties. La griffe du diable qui part d'Afrique se ramasse en Europe, puis il n'y a pas de retour vers les propriétaires du savoir. Puis c'est là-dessus qu'ils travaillaient pour dire, on va faire ça comme il faut, là. On vole pas, on travaille avec. OK. Moi, il y a quelque chose, j'écoute ça et ça m'interpelle. On a envie de savoir, on a envie de... Mais c'est réservé, c'est correct que ça le soit, mais comment on peut s'assurer que ça se poursuive, cette tradition-là? Tu parles d'herbier médicinal, c'est la première fois que j'entends ça et je trouve ça beau. Et je sais qu'on est riche en plantes dans chaque pays, mais comment s'assurer que
ça se poursuive. Ben justement, il y avait, c'est vraiment un alignement des étoiles, comme on dit. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la chef adjointe de Misticini, là, la Nation Cri de Misticini, avec laquelle on a commencé à travailler, parce que les aînés, en 98-99, avaient passé une résolution demandant à leurs élus de remettre un peu la médecine traditionnelle sur la carte, puis la valoriser. Tout ça, nous, on est arrivé en 2002 à peu près, quelques années plus tard, à dire est-ce qu'on pourrait regarder les plantes médicinales en lien avec le diabète, parce que c'est une épidémie mondiale, mais ça touche particulièrement les Premières Nations dans les communautés écrites. Les dernières statistiques que j'ai, qui datent un petit peu de quelques années, mais quand même, c'est presque une personne, un adulte sur 3 qui souffrent de diabète. Mais donc, ça ressemble un peu à ce qu'on sait aux États-Unis. Là, c'est ça. L'Organisation mondiale de la santé a dit que l'obésité, qui est un précurseur du diabète, et le diabète de type 2 sont des épidémies de maladies non transmissibles, donc évitables ou préventables. C'est des maladies évitables, mais des maladies... Ça se dit maintenant. c'est des maladies de style de vie qui commencent fondamentalement parce que tu manges. Tu sais, ma petite marotte là, que je sors tout le temps, là, pas trop de glucides, ben, ça commence là. Ça commence avec les aliments transformés. Et qu'est-ce qu'on a exporté vers le Nord dans notre attitude très paternaliste? Ben, c'est tous les aliments transformés parce que ça voyage bien puis ça se garde. Fait que ces gens-là qui avaient une diète très particulière, qui a évolué pendant les 12 000 années, qui sont là-bas, ben on les a carrément transformés, puis ils sont pas prêts pour ça, leur corps est pas fait pour ça, fait qu'ils sont malades. Et c'est pour ça qu'ils sont, c'est quoi, 3 fois plus malades que... C'est à peu près 3 à 5 fois la prévalence de diabète de type 2 que le reste de la population québécoise, oui. Ouais. On est environ à 7-8%, là, qui ressemble à la moyenne mondiale. Je trouve ça... plus que fâchant. Tu sais, il y a quelque chose d'inhumain là-dedans. Tu as des habitudes, mais c'est comme ça partout dans le monde. Tu as des habitudes, tu es en lien avec la nature, tu es en harmonie, tu travailles avec des plantes. Je veux dire, tu vis avec les plantes, tu vis avec ton environnement en symbiose, en totale symbiose, puis là on arrive... Si tu te mets du point de vue, puis là je vais être un peu ironique dans mon commentaire, mais si tu te mets du point de vue du colonisateur, qu'ils soient anglais, français ou n'importe quoi, puis tu regardes ces peuples-là qui vivent en harmonie avec leur monde, puis ils ont évolué, ils ont coévolué, ben c'est des sauvages. Fait que tu veux les ramener à ta réalité. T'as pas raison de le faire, mais la mentalité, tu sais, les missionnaires, tous les colonisateurs ont fait ça partout sur la planète. Tu sais, l'Empire anglais a été dévastateur partout. Tu sais, que ce soit l'Afrique du Sud, les Indes, ici. Alors, c'est vraiment ça qu'on voit. Et là, on voit pas le profit, mais le résultat de tout ça. Puis, Dieu merci, la sensibilité des gens comme la tienne a changé. Pour 20 minutes, peut-être que ces gens-là, ils avaient raison. Peut-être qu'on devrait revaloriser ce savoir-là, cette façon de vivre-là, parce qu'au final, c'est peut-être eux autres qui ont raison bien plus que le colonisateur patriarque ou paternaliste qu'on était. Est-ce qu'il y a moyen de renverser la vapeur? Est-ce que tu sens, est-ce que tu vois de l'espoir? Là? C'est juste... Bien, effectivement, il y avait l'alignement des astres pour ce projet-là. Et les aînés aussi, il y avait un mouvement à l'intérieur des aînés qui disait ben il faut arrêter d'être en conflit avec les scientifiques et plutôt essayer de travailler ensemble. Alors, on est arrivé à une bonne période pour faire ça, mais pour faire ça aussi, il fallait le faire de façon éthique. Donc, parce que les savoirs traditionnels, c'est quelque chose de très important dans toutes les cultures, mais particulièrement à cause aussi de tous les abus colonialistes que Jean-Yves vient de discuter. Donc, il a fallu bâtir une entente de recherche très solide et on a quand même innové dans le sens où on s'est assis, ça nous a pris 5 ans à développer cette entente de recherche-là. On continue à travailler, on a fait des erreurs, on a appris de nos erreurs pour peaufiner l'entente, mais ça a fait en sorte que l'entente a été beaucoup plus solide et je vous dirais c'est une des belles réussites de ce projet-là, c'est cette entente de recherche-là qui, dans le fond, donne préséance à la protection des savoirs traditionnels sur la liberté académique. Alors, je m'explique. La liberté académique, c'est qu'on a le choix, évidemment, comme chercheur universitaire, d'étudier un peu n'importe quoi, ce qui nous tente, ce qui est intellectuellement logique.
Et il ne devrait pas y avoir de frein à cette quête ouverte des connaissances et du savoir, effectivement. Mais là, il y en a un. Oui, parce que justement, j'ai pas le droit de continuer à faire les études une fois que le projet est terminé. En fait, je suis dans cette situation-là parce qu'on a des résultats qui tardaient à être couchés sur papier. Et là, tout est arrêté parce qu'ils veulent regarder l'écrit, le bien fondé de ça, puis le bénéfice réel pour les communautés. Donc, ça s'applique, puis je suis pas la victime, plutôt je suis dans la situation où il faut que je gère ça de façon respectueuse avec eux, parce que, bon, moi, c'est sûr que ça fait une logique. C'est la suite des études qu'on a déjà faites. Alors, moi, c'est logique que ça se publie, mais c'est vrai qu'il faut que je réfléchisse. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou important pour le bien-être des cris? Puis là, c'est moins sûr que la réponse est... J'aime clair. Mais il y a quelque chose que je trouve de réconfortant là-dedans. Tu sais, quand en perspective, là, et quand on regarde ça, Mais ça s'est rendu même au World Intellectual Property Organization, là, qui est un organisme mondial là, qui regarde la protection des propriétés intellectuelles. Comme exemple, donc on a été plus loin que ce que les gens pensaient qu'on pouvait avoir. Là. C'est pour ça que je dis que ça a pris... longtemps, puis ça fonctionne justement. Il y a toute une, je vous fais grâce des détails, mais il y avait toute une procédure. Une fois qu'on avait un article scientifique là, prêt à publier, il fallait le soumettre aux communautés qui le regardent un peu qu'est-ce qu'on voulait publier. Donc il y avait quand même on a fait ça de façon très organique et réciproque. Avec les porteurs de savoir. Tu as des chercheurs qui vont trouver quelque chose quelque part. Et leur but, c'est de développer la connaissance à un point tel qu'on pourra faire quelque chose avec, genre faire un produit, un concept qu'on pourra mettre en marché, développer quelque part. Bien, dans la logique qui est là, tout le savoir est là pour faire la dernière étape, mais la dernière étape est arrêtée tant qu'eux ne décideront pas, parce que ça leur appartient. Est-ce que c'est dans nos valeurs, leurs valeurs à eux, ou leurs bénéfices, de mettre un produit en marché ou pas plutôt de garder ce savoir-là pour eux? C'est leur décision, ça leur appartient. C'est ça la force de l'entente que créé là. C'est un partenariat et ils ont partie prenante à toutes les décisions. C'est fascinant. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais l'idée n'était pas de développer des produits non. commercialisés. Je te parle de ce qui se passe ailleurs. Mais il y avait ça dans l'entente aussi, parce qu'effectivement, l'approche qu'on a prise à décortiquer un peu les plantes, à essayer de comprendre quels principes actifs pouvaient contribuer aux activités qu'on trouvait dans différents organes. On va arriver aux maladies métaboliques bientôt. Là. Et ça nécessitait justement d'aller en profondeur, mais dans le modèle biomédical, réductionniste et tout ça. Alors, c'était intéressant d'échanger parce qu'on avait des réunions à tous les 6 mois avec les aînés et c'est sûr que c'est pas tout à fait la façon de la vision, c'était une vision holistique et tout ça, mais ils trouvaient ça quand même intéressant, l'approche qu'on prenait. Mais il y avait un droit de veto, effectivement, parce qu'on avait un programme de recherche qui pouvait amener à des découvertes. Il y avait tout un côté de l'entente qui gérait cette potentielle découverte-là. Je me demande comment se serait passée notre histoire, si ça avait été fait dans ce respect-là. Parce que si on regarde ton cours, Jean-Yves, tu sais, parce que, bon, Pierre, et là, je tutoie Pierre parce que c'est comme plus fort que moi, trop, mais on se connaît aussi, puis donc, mais tu sais, c'est sûr que le vouvoiement serait de mise, mais j'entends déjà ma mère qui dit tu le tutoies, mais c'est correct, c'est convivial, puis en tout cas, je suis pas une personne très, très... Non, justement pas. Ben, en tout cas, là, ce que je voulais dire, c'est que il y a eu les plantes. Et vous êtes 2 passionnés des plantes et du pouvoir des plantes. Puis après ça est arrivé la pharmacie. Ben non, la pharmacie était là. Elle existait, mais est arrivée. Vieille. C'est ça. Est arrivée la pharmacie moderne, si on veut. Ouais. Et tu es pharmacologue et tu es pharmacien. D'un, c'est quoi la différence, vite, entre les deux? Ben moi, je peux pas. J'ai pas d'ordre professionnel. Je peux pas prescrire, mais. Recommander des médicaments, tout ça, je les étudie. J'étudie surtout les mécanismes d'action.
C'est un peu ça. Puis d'ailleurs, la dernière chose que je voulais dire, c'est que j'ai réalisé avec le projet CRI que notre rôle était en fait de traduire les savoirs traditionnels autochtones en savoirs scientifiques pour que l'establishment médical comprenne mieux, dans le fond, la valeur et le bien fondé des plantes médicinales. Et respecte. C'est ça. La différence, c'est que le pharmacologue, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre puis expliquer comment ça fonctionne. Dans le développement d'un médicament, il est hyper important depuis la conception de la substance par une équipe de chimistes, mettons, et l'application. Ça marche où, comment dans le système. Alors, c'est le pharmacologue ou les pharmacologues qui sont là. Le pharmacien, c'est le gars de l'application. La personne de l'application. Donc, c'est les médicaments dans leur application sont quoi, font quoi, chez qui, comment, quelle interaction. Alors, c'est vraiment la dernière étape. On a le bagage en arrière pour comprendre. On n'est pas des pharmacologues parce que fondamentalement, on n'est pas des chercheurs, on est des praticiens, mais on est des gens qui prennent le savoir et l'appliquent à du vrai monde. Et c'est là où des fois, la science ne marche plus. Parce qu'on n'est pas des statistiques, on est des individus. Et là, il y a toute la notion de... J'ai pas d'études qui me parlent de 12 médicaments chez la même personne. Je suis donc obligé de prendre mon savoir de pharmacologue, comme pharmacien, d'appliquer des mécanismes d'action, de prévoir des interactions, de les détecter quand ils sont connus. Mais des fois, on les prévoit. T'es mieux de ne pas faire ça parce que... C'est ça, la job du pharmacien. Là. Mais là, c'est un bon point parce que il y a le médicament tout seul, mais tous ceux réunis, je pense qu'on en prend pas mal là, dans notre société. Comme société, oui. On n'est pas les champions, nos voisins du Sud sont pires, mais on n'est pas loin derrière. Mais c'est plus la même chose. Absolument. Une fois qu'on les combine, c'est plus c'est pour ça que le pharmacien, c'est pas un vendeur de pilules. Là. C'est un professionnel de la santé qui a à cœur la santé de la personne avec le coffre à outils qu'il a. Et très souvent, il éteint des feux, là. Parce qu'il y a 3 médecins différents qui ne se parlent pas, puis il y a un patient qui est là, qui fait comme, je fais quoi, moi? Puis tu m'as pas dit qu'il y avait comme un courant où vous vouliez aussi commencer à... En particulier dans les GMF, les CHSLD, les personnes plus âgées, on parle de la déprescription, de réduire le nombre. Et c'est toute la notion des médicaments qui sont potentiellement défavorables ou mal indiqués, ou, exemple, une pilule pour dormir pour une personne âgée qui ne dort pas. Est-ce que c'est vraiment ça le bon choix? Parce que chez la personne âgée, tu as un paquet d'effets secondaires qui n'apparaîtront pas chez la personne plus jeune. Exemple, le risque de chute. Alors, c'est les étourdissements, le risque de chute, la perte de mémoire. Alors, c'est toutes des choses que les pharmaciens, surtout ceux qui travaillent dans ces milieux-là, sont de plus en plus sensibilisés et ont la sonnette d'alarme bien rapide. On peut-tu l'enlever, ce médicament-là, le remplacer par, ou carrément l'enlever et pas le remplacer? Mais c'est là aussi où la pharmacologie des produits de santé naturelle et des plantes médicinales en particulier, c'est très complexe. Alors, je me rappelle quand j'ai voulu, au début, aller pour faire suite au congrès à Marrakech, j'ai été interviewer les herboristes. En plus, je suis tombé amoureux, puis j'ai marié une Marocaine lors de ça a changé ma vie, ce fameux voyage-là. Alors, je suis retourné et puis j'ai effectivement fait ces interviews auprès des herboristes et j'avais demandé un petit prêt à mon doyen pour pouvoir commencer un peu ce projet-là. Puis ça 3 000 $, je pense. Hein? Oui, exactement, 3 000 $. À peine le voyage. C'est ça. Et puis, il m'avait tapé un peu dans le dos en disant je t'encourage, mais je te trouve fou en même temps parce que c'est difficile à concevoir s'il y a des milliers de composés, des centaines et des fois des milliers de composés. Dans une plante. Dans une plante, comment ça fonctionne et tout ça. Mais effectivement, l'autre côté de la médaille, c'est que il y a souvent des composantes dans les plantes qui vont mitiger certains des effets secondaires. Absolument. Alors, il y a des synergies, mais il y a aussi des antagonismes entre les composantes des plantes. Et généralement parlant, puis tu me corrigeras, Jean-Yves, souvent la particularité, c'est que les plantes, ils servent beaucoup plus en prévention aussi. Il y en a en traitement. Oui, mais aujourd'hui, ils sont en prévention. Mais juste un petit portrait, Jean-Yves. On dirait qu'il y a eu les plantes médicinales. On a les pharmaciens d'époque, les apothicaires, travaillent avec les plantes. Absolument, c'est sûr. Après ça est arrivée l'époque moderne. Et la date charnière, il y a une date dans l'historique, c'est 1895, où on met en marché le premier médicament breveté synthétique. C'est l'aspirine. Qui a été découvert en 1853, là, mais qui est mis en marché, brevet de Bayer, blablabla, 1895. Et ça change toute la donne du monde pharmaceutique, parce qu'avant ça, une compagnie pharmaceutique, c'était l'équivalent de nos compagnies de produits naturels aujourd'hui.
il y avait leurs extraits, il y avait des plantes, leurs mélanges, et un pharmacien allait annoncer, moi je vends les bons produits de, puis il y avait des catalogues qui se ressemblaient pas mal. Tu sais, Park Davis existait, Lilly existait. Donc, on faisait de la prévention, mais on soignait aussi avec les plantes médicinales. C'est sûr que les outils d'investigation, les outils diagnostiques n'étaient pas les mêmes. Fait qu'il y avait beaucoup de gros bon sens dans la médecine de l'époque qu'on a un petit peu perdu en voulant être tellement objectif et que ça prend 12 tests pour valider. C'est plus la même réalité. Les médicaments sont de plus en plus pointus. Alors, depuis cette date charnière-là, on a évolué avec une pensée, Pierre a utilisé le mot réductionniste que j'utilise aussi, où on cherche le principe actif, la substance. Mais la réalité clinique, c'est que mon patient prend rarement un seul médicament. Alors, il prend souvent 3, 4, 5, 6 doses dans une maladie chronique. Et c'est là où il y a une dérive qui s'est passée. Et est-ce que le médicament va réparer? Est-ce qu'on va prendre un médicament puis qu'après ça, on n'aura plus de besoin? Sauf exception, non. Okay? Les médicaments, surtout en maladie chronique, on parlait des maladies non transmissibles, que ce soit le diabète, les maladies cardiaques, donc, les arthrites. Donc, pourrait être synonyme de maladies qui peuvent se réparer. Si c'est non transmissible... Pas nécessairement, non, okay. Parce que des fois, puis c'est là où... Ça dépend du niveau de dégradation. Exactement. Et donc, la médecine, quand on parle des maladies chroniques, force est de constater que ce n'est pas leur forté. La maladie aiguë, tu rentres à l'hôpital, tu es en infarctus, va-t'en à l'hôpital, parce que là, c'est la seule façon de survivre. Tu as une infection majeure, pas d'antibiotiques, tu vas mourir. Okay? Et une des grandes victoires de la médecine, c'est quelque part avec l'arrivée de la pénicilline 1922, des sulfats un petit peu avant, on a gagné sur l'espérance de vie pour une raison. On ne vit pas nécessairement plus vieux, mais nos enfants meurent moins, parce qu'ils mouraient d'infection. Alors, il y a des grandes victoires médicales qu'on ne peut pas nier. Il ne faut pas faire ce que beaucoup de gens font, un clivage entre la médecine d'un bord et les autres de l'autre bord, puis tu m'as déjà entendu, c'est un continuum. Mais le médicament botanique, par définition, il est plus flou et il y a très peu de thérapeutes qui peuvent travailler. Tu vas aller en Inde, tu vas aller en Chine, il y a encore des thérapeutes traditionnels qui travaillent en hôpital. Ce qu'on ne fait pas ici. Alors, les plantes, je vais t'en donner une, la digitale. C'est une paire belles fleurs qui fait des clochettes jaunes ou violettes, dépendant de la variété. De ça, on va extirper une molécule qu'on appelle la digoxine, qui est un cardiotonique. Le hic, c'est que c'est super taponneux, ça a des dosages sanguins, puis il faut faire attention, insuffisance rénale, c'est très, très compliqué à gérer, mais c'est une substance complètement naturelle. Dans le monde de la nature, si je te fais une teinture de digital, tu ne peux pas le faire, c'est pas légal, parce qu'il y a trop de toxicité, mais le premier effet toxique, puis là j'arrive aux synergies des plantes, si tu prends cette plante-là, puis tu en prends un peu trop, le premier effet que ton corps va faire, c'est de la nausée là, maniaque, tu vas tout vomir. Ça n'arrive pas avec la molécule unique. Parce que là, si tu ne doses pas tes affaires comme il faut, que tu arrives au-dessus, bien là, le problème, c'est un problème cardiaque. Fait que la plante a comme quelque chose pour protéger contre ça. Elle reste dangereuse, mais elle n'a pas la toxicité cardiaque aussi pire que la molécule. Mais la molécule, j'ai des professionnels. J'ai un médecin, une infirmière, un pharmacien, un biologiste qui va aller prendre des prélèvements. Il y a un paquet de monde, là. C'est là la distinction. Aujourd'hui, là, à l'ère actuelle, est-ce qu'il y a un... Moi, je sens qu'il y a comme un retour et vous êtes, tu sais, au début de la reconnaissance des produits de santé naturelle, si on veut, même s'ils ont toujours existé, mais dans l'ère d'aujourd'hui. En fait, c'est le succès de la chimie médicinale puis de l'évolution des médicaments, comme Jean-Yves le notait, ça a quand même amélioré beaucoup la qualité de vie des gens, puis géré beaucoup de choses, mais avec l'approche justement réductionniste et de choisir, en anglais on dit le silver bullet, là, c'est-à-dire qu'on a une cible, on a une balle, puis on touche à la cible. Ça marche sur certaines affaires, puis encore, il y a de la résistance aux antibiotiques, qui est un gros problème, et que la nature, c'est le plus grand laboratoire mondial, c'est la nature. On ne peut pas reproduire tout ce que la nature fait, ou c'est très complexe et très coûteux à faire. Donc, il y a encore beaucoup de médicaments, jusqu'à 50%, je pense, qui sont issus de molécules naturelles, soit par extraction ou modification. Les gens, comme même l'aspirine, l'acide acétylsalicylique. C'est un dérivé du saule. Il n'y a pas d'aspirine dans l'écorce de saule, mais il y a son grand frère qui était la salicine, de laquelle on va transformer pour faire l'acide acétylsalicylique, l'aspirine. D'où le fait que c'est brevetable. Parce qu'une molécule naturelle, c'est pas brevetable. Alors, tu as une plante, tu peux mettre un brevet. Bon, je sais que Monsanto, BE essaie de le faire pour breveter toutes sortes d'affaires, mais l'original, pas capable. C'est naturel. Tu brevettes une nouvelle idée. Ouais.
pas une ancienne. On en est où avec les plantes? Ben, je pense que c'est un renouveau plutôt que... c'est que ça a toujours eu sa place, puis je prends peut-être le parallèle avec la médecine traditionnelle autochtone qui a été forcée à aller underground un peu. Absolument. À cause justement de l'avenue des hommes blancs, puis de l'avenue de la médecine moderne dans les communautés autochtones, par exemple, pour les cris. Dans les années 30 à 60, il a commencé à avoir des infirmeries ou des cliniques qui se sont installés là, donc graduellement, puis ça a amené à, en 78, je pense, c'est l'entente du Grand Nord, qui a établi le Conseil CRI de santé et services sociaux à la baie James, où justement, un des principes était qu'ils pouvaient aussi avoir accès à leur médecine traditionnelle, ou en tout cas les modes de guérison traditionnels dans les soins de santé. Mais on est rendu en 2021, puis ils sont encore en train de se battre, si on veut. C'est au niveau encore de changer la loi sur la santé pour faire reconnaître la médecine traditionnelle autochtone. Parce qu'il y a énormément de réticence. Hein? Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un portrait de ce qui se passe. C'est vraiment de ce qui s'est passé dans le dernier siècle et de ce qui se passe aujourd'hui, de l'espèce de bataille, si on veut, alors que ceux qui sont dans les produits naturels ou dans les plantes, ils ne veulent pas cette bataille-là. Mais on dirait qu'il y a quelque chose Puis, qui se répète. Oui, tu as raison. On a plusieurs raisons qu'on pourrait expliquer. La raison du brevet, la raison du capital, peu importe. Mais il y a quand même deux clans. Et la grande distinction, c'est que tous les tenants des produits naturels, des plantes médicinales, des approches traditionnelles, ont une façon de voir les choses qui n'est pas nécessairement basée sur les études cliniques randomisées bien faites avec un gros budget. Le monde pharmaceutique, si j'ai pas ça, ça n'existe pas. C'est aussi bête que ça. Alors, tu as vraiment un dialogue de sourds, là. Et ce qui vit dans le Grand Nord, on le vit ailleurs, faire reconnaître à un professionnel de la santé que traiter avec des plantes, ça peut marcher. Déjà ça, c'est un pas qui est difficile à faire. Mais vous allez y arriver. Ben écoutez, c'est ça le débat avec les guérisseurs, c'est que, premièrement, on n'a pas besoin de valider scientifiquement les savoirs traditionnels autochtones. Ça, il faut qu'on s'entende, là, c'est vraiment, ça marche. C'est vraiment pour le bien, encore une fois, traduire les connaissances traditionnelles en connaissances scientifiques. Ça va aider qui? Ça va aider les professionnels de la santé à mieux comprendre le langage qui est un autre langage Et d'ailleurs, dans notre projet, c'est que un des plus beaux résultats, c'est on a fait un exercice après plusieurs années où on a fait les études avec des bioessais, tout ça qu'on décrira un peu plus tard, où on leur a présenté comment on priorisait les plantes pour le diabète basé sur qu'est-ce que ça faisait sur les animaux, qu'est-ce que ça faisait dans les cellules du foie, du pancréas, etc. Et après ça, on s'est tourné vers eux. Donc, on avait une liste là, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 là, des meilleures plantes qu'on avait scientifiquement déterminées. Et on s'est tourné vers eux. Puis, au guérisseur, il y en avait une quinzaine des 6 communautés participantes. On leur a dit, OK, de votre point de vue à vous, de votre paradigme, parlez-nous des plantes que vous prioriseriez. Et c'était vraiment l'expérience du guérisseur avec cette plante, le respect qu'il a. Il y avait même des rêves ou d'autres aspects d'information qui leur vient. Et moi, je pense qu'il y a en tout cas, on peut en parler aussi, mais maintenant, la nutrigénomique et l'épigénétique commencent à expliquer comment le corps peut percevoir et pourquoi il y a des personnes qui ont des dons pour les herboristes ou les autres à percevoir comment les plantes peuvent agir. On peut en discuter un peu. C'est sûr qu'on va en discuter. Donc, c'est quoi le mot? Comment que ça s'appelle, ça, cette espèce d'instinct-là de la plante? Ben, écoute, c'est très brièvement, on a toutes sortes de récepteurs dans notre corps pour les substances exogènes, étrangères à notre corps. Parce qu'il faut se protéger, puis c'est notre foie beaucoup qui est le rôle de gardien, puis de... Notre foie. Le foie, oui, il va détoxifier c'est ça. tout C'est le là qu'on sang. détoxifie, mais juste pour surfer sur la notion de récepteur, là, pense juste à l'odeur. L'odeur est un outil extraordinairement puissant pour te dire attention, c'est bon pour toi, c'est dangereux. Puis tu comprends pas nécessairement, mais s'il y a une odeur de viande avariée, tu t'en vas.
Alors, c'est beaucoup plus complexe en dedans. Notre ordinateur, c'est pas juste blanc-noir, là. Mais il y a maintenant, avec ce qu'on appelle la nutrigénomique, c'est qu'on a compris qu'il y a des variations subtiles dans notre matériel génétique qui fait en sorte que, et ça a commencé avec la pharmacogénomique, où on a vu qu'il y avait des gens qui répondaient plus ou moins bien à certains médicaments. Mais ça se fait aussi avec des nutriments ou les micronutriments. Donc les polyphénols, on peut penser à la caféine. Il y a des travaux qui ont été faits avec les oméga 3, avec la caféine, pour voir que des gens vont se débarrasser beaucoup plus vite de la caféine. Donc ils vont boire un café, puis ça n'aura pas le même effet que l'autre personne à côté. Okay. Mais ça vaut pour toutes les molécules de la nature. Donc il y a des personnes d'entre nous qui sont des super percepteurs, ou en tout cas quelque chose comme ça, qui peuvent hyper sensibles aux molécules de la nature et qui vont donc... alors ça, c'est l'aspect, c'est leur matériel génétique fait en sorte qu'ils sont bien outillés pour détecter ça. Mais là, tu rajoutes une autre affaire, c'est l'épigénétique. Alors ça, c'est avec ton matériel génétique de base que tu as, donc tu peux être pense aux chefs là, cuisiniers qui peuvent déceler les parfumeurs ou les nez pour le vin. Ils ont un outil extraordinaire, ben c'est à eux autres. Là. Alors, il y a des gens qui ont des dons comme ça, n'est-ce pas? Alors, on reconnaît ça, mais je pense qu'il y a des dons aussi. Vous, les scientifiques, vous reconnaissez ça? Bien, ça commence à être reconnu. En fait, c'est une théorie que je suis en train d'élaborer. Et il va falloir éventuellement peut-être faire des tests, mais là, des tests génétiques, c'est un peu toujours touché. Mais juste pour dire, en termes de reconnaissance, pourquoi c'est encore un nez qu'on utilise dans le vin, puis dans le parfum, puis dans les alcools? C'est pas une machine. Ouais. Parce que le nez a une subtilité et une mémoire que la machine n'a pas encore. Peut-être un jour, on aura des machines extraordinaires qui vont dire c'est un Bordeaux de telle année, blablabla, mais en ce moment, c'est une personne qui fait ça. Puis je vais aller plus loin que ça. Des gens comme M. Chartier qui vont faire l'accord mets-vin. L'interaction dans ta tête là, entre une saveur et une autre saveur, puis de savoir que les deux ensemble vont faire ça, pour l'instant, il y a un être humain qui fait ça. Là. Les chefs, c'est ce qu'ils font. Là. Et ça fait partie de l'appareil. Je veux dire, c'est un don, comme tu dis, puis ça fait partie pour eux de leur instinct aussi. Il y a quelque chose de très... C'est ça. Mais ils l'ont développé. Un don, ça se développe. Tu l'as. Tu sais, moi, je n'ai pas le nez. OK, point. Donc, je peux même développer ce que j'ai. Mais si je pars avec un appareil, parlons d'herboristerie, je suis un chaman, fils de chaman, j'ai un talent extraordinaire pour reconnaître les choses, puis rentrer en vibration avec ou en harmonie avec, je ne peux pas l'expliquer comme cartésien, là. Mais je suis obligé de constater ces choses-là. Puis c'est ça que le savoir traditionnel nous amène en pleine face. Je ne peux pas l'expliquer pour l'instant. Là, c'est ça qui me fascine, parce que vous êtes quand même pharmacologue, pharmacien, scientifique, et vous parlez de ça, vous regardez ça, vous êtes témoin de ça. Et pour moi, c'est grandiose. Il y a quelque chose de tellement beau. Est-ce que tu relis ça aux guérisseurs? Est-ce que c'est quoi une caractéristique, justement, tu viens de l'aborder, un guérisseur, tu travailles avec eux en ce moment. Mm-hmm. Donc, il y en a pour qui, là, c'est vraiment de la foutaise, là, on est là. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à un guérisseur? Et qu'est-ce qui les identifie, ou comment qu'on peut... J'aime pas ça identifier, là, mais... Qu'est-ce qui se passe dans... Écoutez, il y a plein de trucs qui sont... En fait, c'est les Autochtones entre eux sont en train de discuter de ça beaucoup, parce que en fait, c'est la valeur ou la reconnaissance, c'est ça qui fait en sorte un bon guérisseur, c'est un qui est reconnu par sa communauté comme un porteur de savoir fiable, éthique et réel, si on veut, mais un porteur de savoir qui va avoir ce don-là aussi, de capter, puis de... Oui, bien, je ne sais pas si je peux finir avec l'aspect épigénétique aussi. C'est que par-dessus cette couche-là du matériel génétique de base qui peut être plus ou moins élevé, puis mettons qu'on commence avec une bonne base, là, qu'on ait on ait une bonne sensibilité à percevoir les molécules de l'environnement. Bien, l'épigénétique, ça, c'est une fois que tu as ton matériel génétique, là, tes gènes vont réagir à l'environnement plus ou moins fortement avec de la méthylation, de déméthylation, de l'acétylation des histones. Ils vont s'inhiber. OK, ouais. Merci traducteur. Quand on parle d'épigénétique, là, le code génétique, il ne change pas comme tel. Okay? C'est une mémoire, c'est plastique.
c'est plastique, ça change, mais ce qui se passe, c'est que chacun des gènes est en interaction. Puis la méthylation, c'est la capacité de mon corps de dire, OK, celui-là, je l'allume, il fonctionne, celui-là, je l'éteins, j'en ai pas besoin. Puis il y a des trucs dans l'environnement qui vont inhiber, induire. On voit ça avec les polluants, par exemple. Les polluants persistants dans l'environnement, les perturbateurs hormonaux, travaillent à ce niveau-là. Ils ne changent pas ma génétique, mais ils changent l'expression de ça. Est-ce qu'on parle, tu parles pas des fragrances, par exemple, pour donner le BPA, par exemple, OK. agit sur certains gènes à des doses infimes, puis change mon profil hormonal. Mais ça, c'est un autre dossier. Oui. Dans son cas, c'est, tu pars avec un bagage, tu es dans un environnement particulier, tu as des parents particuliers, puis tu as un entraînement particulier qui t'amène à raffiner le don que tu avais. Et je pense une espèce de confiance ou de reconnaissance. Parce que, tu sais, ça se pourrait qu'on ait cette espèce de capacité-là qui est un peu plus grande que celle de la moyenne, par exemple, à reconnaître ou à capter, mais il n'y a personne qui donne une reconnaissance à ça dans notre environnement. Société, on parle de science, c'est tout le temps la science. Et j'aime la science, là. Mais c'est de la science à toutes les sauces aujourd'hui. Puis pour moi, la science ne vient pas mettre en valeur ça. Mais c'est juste que les outils n'étaient pas là. Hein? Il y a 20 ans, 30 ans, c'était les tout débuts de l'épigénétique et peut-être, je ne veux pas m'avancer sur la durée, ça fait longtemps qu'on étudie ça, mais c'est souvent la science n'a pas les outils encore pour comprendre. Donc, c'est pour ça que il faut être humble aussi, puis comme dit Jean-Yves, pas parce que c'est pas, il n'y a pas d'études cliniques à double insu, randomisées, etc., que on ne peut pas accepter qu'il y a des connaissances qui ont une valeur puis qui doivent être reconnues. J'aime beaucoup le mot humilité, j'aime beaucoup reconnaître, parce que je suis un peu irritée par l'espèce de... Tu sais, la chemise du scientifique qui passe tout avec les sciences, puis là, c'est rendu que tout est valorisé par la science, alors que il y a eu le avant, il y a eu le 12 000 ans, il y a eu ce qui s'est transmis, il y a eu une vie avant, tu sais, puissante. Puis le problème, tu as raison, c'est qu'on a tendance, puis c'est une espèce d'arrogance du monde scientifique, de tout passer à l'aune de la science d'une façon. Qui existe depuis, remettons-le juste en perspective. La science expérimentale, là, moi, je vais mettre le début quelque part au 19e siècle. C'est la chimie expérimentale, c'est Claude Bernard en France, c'est tout ça, qui est on expérimente pour comprendre. Mais si tu veux t'amuser, tu remontes à Galilée au début de l'ère chrétienne, puis lui déjà parlait théorie-expérience. Fait que c'est pas d'hier que l'esprit occidental veut ça. Mais en même temps, le mot humilité embarque parce qu'on est obligé de comprendre que bon, mais je ne peux pas tout expliquer avec les outils que j'ai en ce moment. La recrudescence des produits naturels, de l'intérêt pour les plantes vient aussi avec l'évolution des outils d'analyse qu'on a qui me permettent de dire, bien, finalement, il y a quelque chose là. Parce que la science évolue aussi dans le monde du nombre brevetable, dans le monde des plantes médicinales. Alors ça augmente le blason des plantes en disant, hey, il y a quelque chose là. Parce qu'on a de la misère comme occidentaux à accepter ce qu'il vient de dire là. C'est ton instinct qui dit ça? Ouch! Ben de la misère avec ça. Moi, j'aime bien ça, par exemple. J'adore ça. Tu dois être fasciné. Pierre, d'être témoin de ça, il doit y avoir quelque chose de très excitant là-dedans. Là. Bien, c'est excitant, mais c'est un défi parce qu'on est très peu de gens... l'association, la Société canadienne de recherche sur les produits de santé naturelle que Jean-Yves a mentionné tout à l'heure regroupe des chercheurs des milieux académiques, industriels et gouvernementaux et tout ça. Donc, il y a quand même une intelligentsia, si on veut l'appeler comme ça, sur les plantes, sur les produits de santé naturelle. On commence à appliquer la science de mieux en mieux aussi, parce que c'est vrai que les outils surtout de la science clinique ne s'appliquent pas nécessairement noir et blanc sur l'étude des produits de santé naturelle, parce que justement, c'est pas une molécule unique, c'est pas... Il faut changer les approches, il faut s'adapter, et c'est en train de se faire, parce qu'il y a plein l'effet placebo, par exemple. Hein? L'idée des études, c'est de se distinguer d'un effet placebo. C'est quoi l'effet placebo? Ben, c'est le corps qui réagit à tout l'environnement, d'être suivi, d'être dans un processus de guérison. Ça a des effets
indépendamment La substance. de la substance. C'est la capacité d'auto-guérison au final. Tu sais, Sainte-Anne-de-Beaupré, les colonnes pleines de béquilles, ben, tu es obligé de dire il y a quelque chose de vrai là-dedans. Peut-être pas toutes, mais il y a quelque chose où les gens se sont auto-guéris. Que ce soit Sainte-Anne ou eux-mêmes, c'est pas grave. Donc, on devrait remettre en question ça, cette Ben, façon c'est de qu'il faire. ne faut pas le démoniser. C'est pas parce que Non. c'est un Non, effet, non. l'effet placebo contribue et est très bénéfique, et même dans les problèmes de dépression, ben c'est Wow. c'est les trois quarts de l'effet. Ben oui, parce que tu es accompagné, tu es avec quelqu'un, tu es suivi. L'exemple le t'es- plus absurde, on- c'est qu'au début des années 60, il y a eu des études de chirurgie contre placebo. Pour réussir à faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la chirurgie, on enlève le morceau, on fait la chirurgie classique, puis l'autre bord, on coupe, puis on referme, puis on fait rien. Ben, le taux de guérison est le même des deux côtés. Wow. Alors, de nos jours, on ne pourrait plus faire ça, éthiquement parlant, ça se ferait plus. Mais ça laisse le doute que, attends une minute, l'effet placebo est peut-être beaucoup plus important qu'on pense. Puis on va aller jusqu'à dire, puis ça je le répète à qui veut l'entendre, l'effet placebo fait partie de tout traitement qui fonctionne. Parce que si tu mets pas du tien pour guérir de la chirurgie, tu cicatriseras pas. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de détracteurs qui vont dire Ben, ensuite que les produits de santé naturelle ne sont que de l'effet placebo. Exactement. Merci. Alors là, par contre, il faut aussi se réveiller puis voir que historiquement, la pharmacopée moderne est issue directement de la pharmacopée Absolument. traditionnelle. Alors, il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable et dire c'est seulement depuis qu'on a de la chimie puis qu'on a de la... Encore une fois, je reviens, le laboratoire le plus puissant au monde, c'est la nature, qui peut faire des nouvelles molécules se produisent à chaque jour dans toutes les plantes, les animaux, tout ce qui est vivant dans la Terre en ce moment. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau. Non, Non. du bain. ça devrait être un continuum de compréhension. Puis en ce moment, Oui. on en fait une guerre entre deux clans. Puis depuis le début, moi je dis, ben, pourquoi? Tu sais, parce que je ne peux pas tirer aux poubelles le 3000 ans d'histoire que j'ai à propos de telle plante. C'est vrai que je ne sais pas tout, parce que c'est le fun d'avoir l'esprit cartésien puis comprendre la pharmacopée des substances dedans. Mais en même temps, je ne peux pas dire que c'est pas vrai le reste. Mais on dirait qu'on est jeunes ici. Tu sais, ailleurs, comme tu le disais, il y a un lien entre les deux mondes, tu sais, du moderne et de l'ancien, et du traditionnel. Ici, Même en Europe. Dans Parce que plusieurs la pays. floristerie traditionnelle est beaucoup plus vivante. Ici, c'est les éclectiques, c'est un mélange, c'est parce que c'est une colonie. Il y a les savoirs traditionnels autochtones, il y a la médecine traditionnelle chinoise, il y a toutes sortes d'immigrants ici. Chacun amène ses savoirs. Puis et l'herboristerie ses, européenne c'est et ça. compagnie. tu sais, puis on est fasciné par ce qui se passe ailleurs, puis on l'a tellement ici. Tu sais, il y a quelque chose, en tout cas. Il y a une des différences, là, pharmacopée moderne, c'est une molécule, comme vous l'avez À la dit. fois, oui. Tandis que l'univers des plantes, une seule plante peut avoir des centaines de composants. Absolument. Et c'est là où c'est grandiose aussi, puis où, en tout cas, moi j'aime bien, est-ce qu'on peut revenir à l'instinct, puis reparler de cet instinct-là, donc qui peut, comment dire, qui peut nous guider, qui peut... Ben, on reconnaît ça justement pour les parfumeurs ou les œnologues ou d'autres personnes dans la société, et même les médecins ou en tout cas les grands scientifiques sont souvent très friands de bon vin, n'est-ce pas? Ils vont reconnaître l'instinct ou le don des œnologues, mais ils ont plus de misère à comprendre que ça peut exister aussi au niveau des herboristes. Écoutez, j'interagis beaucoup avec les herboristes, puis ils me disent « Ah, j'ai écouté ma teinture, puis je sais qu'elle est puissante, puis elle est bien réussie. » Alors, et puis ils parlent de sentiments dans la bouche et d'autres choses. L'organoleptique, C'est la ça. capacité de ressentir. Puis je vais faire du pouce là-dessus parce que on l'a tout jusqu'à un certain point. Oui. Quand tu manges quelque chose qui ne te va pas, quand tu prends un médicament et tu as un effet secondaire, ton corps te parle. Ben oui. Et là, il faut être capable de décrypter ce langage-là pour améliorer la santé et pas s'entêter à manger l'aliment qui ne me va pas. C'est la même logique, sauf que c'est tellement plus grossier que ce que Pierre décrit, où le thérapeute va avoir un niveau de sensibilité, exactement comme l'œnologue qui va te parler, tu sais, de tel raisin, de telle place, de tel endroit, puis comme tu es ébloui par son savoir. Bien, il y a des thérapeutes, c'est pareil. J'aime tellement qu'on redonne, parce que juste de savoir ça, moi, puis même l'effet placebo, je n'avais jamais réalisé ça, tu sais. Donc, vous redonnez de la crédibilité à cet instinct-là qu'on a, et face à la bienveillance des plantes, par exemple, ou
de toutes sortes de composantes des plantes ou qui sont parties de plantes, il y a quelque chose de très réconfortant là-dedans de se dire, hey, tu peux avoir raison, tu sais, dans ton élan à aller vers ou parce que ça te fait du bien, continue, tu sais. Mais la médecine moderne évolue de toute façon aussi vers ça, vers une vision plus holistique. Là, on va parler de groupes d'intervention où on fait intervenir des psychologues, des travailleurs sociaux, même du massage, tu sais, il y a des Si choses... vraiment dans l'ésotérique, la sylvothérapie, qui est un mouvement qui nous arrive du Japon avec un nom dont je ne me rappelle jamais, où juste te promener en forêt, t'adosser à un arbre, c'est dans le subtil cette affaire-là, là. Puis les gens se sentent mieux, puis on a même documenté des effets antidépresseurs. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a... Puis après ça, il faut qu'on rentre dans la santé métabolique, là. Mais est-ce qu'il y a... Comment ça s'explique scientifiquement, ça, ce que tu viens de dire? Ou le contact avec une plante, tu sais, parce qu'on est en contact avec du vivant, veut pas. Est-ce qu'on parle de vibration? Est-ce qu'on parle de quoi on parle? Ben, c'est un peu les récepteurs que je parlais tout à l'heure qui sont... présents chez tous les individus. On appelle ça des xénosenseurs. Xéno, c'est étranger, donc des senseurs pour, encore une fois, les molécules de l'environnement qu'on doit gérer. On doit trier les bonnes molécules qu'on veut garder pour la bonne santé et se débarrasser des mauvaises. Et ça, c'est le foie et le rein qui sont les deux principaux organes d'élimination. Mais le foie, c'est vraiment votre usine métabolique. On va y revenir parce qu'il est important pour la gestion des sucres et des graisses aussi. Mais c'est vraiment le gardien. Tout le sang des viscères, là, de votre intestin, votre foie, l'estomac, tout le système digestif passe d'abord par le foie avant de se rendre dans la circulation générale. Donc, il a un rôle important de détoxification, justement. Et ces senseurs-là captent et adaptent les enzymes qui dégradent les produits étrangers, qui vont répondre à... C'est comme un système de réponse ou de perception puis de réponse. C'est comme un senseur. Oui, c'est des senseurs chimiques. Je vais te donner un exemple. Il y a une plante médicinale que tout le monde connaît de nom, au moins, le millepertuis. Oui. C'est un inducteur des enzymes dont il parle. Ces enzymes-là, dans notre jargon, on l'appelle les cytochromes, qui vont dégrader des médicaments. Bien, si tu prends du millepertuis pour une indication comme la dépression légère à modérée, puis tu ne prends pas d'autres médicaments, puis ça va bien, fais attention parce que ces enzymes-là augmentent. Fait que si tu mets des médicaments dans le cocktail, tu te ramasses avec un problème parce que tes médicaments deviennent beaucoup moins efficaces, de l'ordre de 50 à 70% moins efficaces. C'est là où, ce qu'il dit, là, notre corps a évolué pour savoir comment faire ces choses-là. Mais là, on le bombarde avec une pharmacopée contemporaine, avec des substances modernes, avec plein d'affaires. Puis là, il y a overload. OK. On a dressé un petit portrait là, des plantes, de l'univers fascinant des plantes. Et on peut y goûter au Maroc, on peut y goûter partout. Ici, mais on a étouffé ça ici avec tout le savoir, les connaissances, la tradition autochtone. Étouffé, non, parce que justement, bon an, mal an, les gens utilisent toujours les remèdes de grand-mère qu'on appelle aussi. Il y a des savoirs, surtout avec l'immigration, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur tradition puis qui continuent à les utiliser. Puis c'est un défi clinique aussi à gérer puis à respecter ces choses-là. En tout cas, les écoles de médecine aussi s'adaptent. Puis il y a tout un mouvement de médecine intégrative qui, au lieu de dire ben on se fait des camps, ben c'est l'intégration. Oui, on a avantage à être plus holistique puis à inclure toutes ces c'est pas encore la majorité, on s'entend, mais Ouais. le mouvement est très très fort Ouais. parce que justement les communautés arrivent avec leur tradition, leur savoir, puis ils se traitent comme ça. Puis là, tu fais comme j'ai jamais entendu parler de ça. Parle-moi, je veux comprendre. Au Québec, tout le monde urbain a pas mal perdu ça. Ouais. Mais tu vas dans les campagnes, puis tu sais, traiter un ulcère de bouche avec de la savoyane, il y a bien des vieux qui savent comment faire là. Puis c'est une plante d'ici qui pousse dans le sous-bois. Puis... Ça nous prendrait votre livre à vous deux, là, avec tout l'herbier médicinal. Il y en a déjà des livres. Il y en a des très très bons qui ont été Oui. écrits par des herboristes. Puis justement, Isabelle, c'est quoi son nom? Es-tu métisse ou Première Nation, whatever, qui est une herboriste, qui a écrit plein de choses sur le savoir autochtone dans des petits fascicules qu'on peut acheter. Puis
c'est déroutant, sérieusement, pour un gars comme moi, là, parce qu'à part le langage, je fais comme, OK, attends une minute, là, j'ai de la misère à suivre, parce que moi, j'ai un langage pharmacologique, pas elle. Ça veut pas dire que c'est pas vrai ce qu'elle dit. Ça veut dire que moi, j'ai de la misère à comprendre. Mais c'est fascinant. Ah, extraordinaire. On a parlé tantôt un peu de la santé, en tout cas, de ce qu'on a fait avec la santé, que ce soit avec les cris, mais ce qu'on vit nous tous. Tu as déjà parlé de 80% de personnes Aux États-Unis, États-Unis. 88% des gens n'est pas en santé métabolique. OK? Puis si tu veux mettre bon, ça veut dire quoi la santé métabolique? Ouais. Commençons par ça. Si tu es en santé métabolique, tu n'as pas de problème de poids. Tu n'as pas le tour de taille qui augmente doucement tous les ans. Si je prends ta pression, elle est normale. Si je prends une mesure sanguine, ton bon cholestérol est assez élevé. Puis une autre mesure qu'on appelle les triglycérides est relativement basse. Bon, puis je peux en rajouter, il y en a une collection. Ton sucre dans le sang est tout à fait normal. Il ne fait pas des free games à tout bout de champ. Ça, c'est être en santé métabolique. Puis l'auteur, Araujo, qui, je le prononce mal, là, parce que une espèce d'accent sur le U, là, aux États-Unis, a rajouté un critère. Tu ne prends pas de médicaments. Ah! Alors ça, tu es en santé métabolique. Aïe aïe! Si tu as une variation pas minime, assez importante de ces critères-là, ben là, tu tombes dans la gang des 88% aux États-Unis qui n'est pas en santé métabolique. Alors, c'est ton tour de taille qui a augmenté. On sait que nos voisins du Sud, l'obésité, c'est presque la norme. Ils prennent un médicament ou un autre. Ils vont avoir des problèmes d'hypertension, de sucre qui monte, de cholestérol, de bon cholestérol qui baisse. Mais ici, tu sais, on entend parler de ça aussi, je trouve, dans la catégorie, bon, de plus en plus d'enfants, malheureusement, mais dans la catégorie adulte, on dirait que ça se répand aussi. Absolument. Selon Statistique Canada, là, dépendant des classes d'âge, les personnes plus âgées, c'est 60% qui ont une mauvaise santé métabolique. Les adultes en âge de travailler, l'ordinaire, là, c'est 20%. Puis les enfants, c'est moins que ça. Mais il y en a. Il y en a. On parle de 7, 8, 9, 12%, dépendant comment on lit les statistiques. Donc, il y a des enfants. Puis, si tu veux t'amuser, là, en termes d'image, imagine une photo, imaginez une photo de famille des années 50-60. Elle est en noir et blanc, là, mais tout le monde est mince. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des malades dans le tas, il y a peut-être des cardiaques dans le tas, mais tout le monde est mince. Tu prends la même photo de famille, 50 ans plus tard, maintenant, puis la majorité des gens ont un petit beignet, puis les enfants sont plus rondouillards. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les changements de mode de vie. Alors, l'alimentation est très primordiale, mais il ne faut pas oublier l'aspect mécanisation aussi. Toute l'évolution de tout ce qui rend notre vie plus facile, ben, ça réduit d'autant l'activité physique aussi. Hein? On a des voitures, on a des appareils. Oui, mais dans les années 60, on les avait, les appareils. On n'avait pas le micro-ondes, on n'avait pas les tablettes. Fait qu'au niveau du loisir, il était un peu plus actif que maintenant. Mais on avait la TV. Les électroménagers étaient là, on prenait notre char pour aller travailler, c'est l'époque des banlieues, l'étalement urbain. Fait qu'il y avait déjà en embryon ça. Ce qu'on voit, c'est l'impact à long terme de la malbouffe, des additifs, des aliments transformés, ultra transformés, qui eux n'existaient pas à l'époque. Ouais. Fait que c'est une combinaison. Additifs. Tu sais, j'aime ça qu'on mentionne des additifs parce que ça arrive en fin de... Tu sais, c'est pas important, puis on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, puis on n'a pas l'impression que ça fait une différence, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ben, c'est répandu, mais il y en a hier, j'ai reçu l'infolette d'un site français qui s'appelle lanutrition.fr, et le titre, c'est « On mange 4 kilos d'additifs par année ». Ouh! Ouh! Alors, tu penses à couleur, agent de conservation, saveur artificielle. La chimie alimentaire a tellement explosé dans les 30-40 dernières années. Là. J'ai justement une présentation là-dessus où on voit les courbes de ce qui sort de Chine. L'exportation des additifs, c'est exponentiel, littéralement. Alors, tu sais, comme tu disais, avec les cris, on a remplacé leurs raquettes par des skidoo, on a remplacé les canots par des petits bateaux moteurs. Donc, on s'en vient de plus en plus devant la télé, devant nos tablettes. Puis, dans notre assiette, il n'y a plus rien dedans. Tu sais, on va se dire, hey, on est végé, mais on mange juste des pâtes. Ou, tu sais, je veux dire, notre déjeuner le matin, c'est du pain, des céréales avec un jus d'orange.
Tu sais, il y a plus, Ben oui. il y a plus rien dans nos assiettes qui nous nourrit. Le sucre, tu sais, parce qu'on... Ça nourrit, c'est-à-dire c'est les trois grandes classes d'aliments macronutriments, c'est les sucres, les graisses et les protéines. Ça, on en a, mais c'est les proportions qui sont peut-être, ça a glissé, parce que c'est aussi là, tout l'aspect organoleptique, donc les saveurs, les textures et tout ça. Veut pas, on est influencé par ça, puis on cherche, malheureusement, notre corps est fait pour aller chercher l'énergie rapide dans les sucres et dense dans les graisses. Donc, le gras sucré, ça va aller toucher des centres puis là, nerveux pour... C'est les mêmes centres aussi qui sont des drogues dures, oui. Mais tu sais, tu parles de sucre, de gras, de protéines. Bon, il y a des bons sucres, il y a des mauvais sucres, il y a des bons gras, il y a des mauvais gras. Puis, tu sais, le sucre, oui, il faut en prendre, mais là, si c'est tout ce qui est blanchi, tout ce qui est transformé, si les gras, c'est davantage les oméga-6, il manque de sens. On fait un parallèle avec ce qu'on vient de décrire au niveau des guérisseurs, des herboristes, cette sensibilité-là. Puis c'est un savoir traditionnel. Notre cuisine a été complètement déconnectée de la tradition. Alors les aliments ne sont plus les mêmes, les aliments transformés, on travaille des heures de fou, on n'a pas le temps de cuisiner, on ne sait plus cuisiner. Tu sais, demander à quelqu'un de faire une crêpe, là, la majorité de nos... Puis c'est simple faire une crêpe, là, mais la majorité des gens ne savent pas. Alors, c'est ce savoir-là que nos grands-mères ou arrière-grands-mères faisaient sans se poser de questions parce que c'était comme ça. Là, on l'a évacué au profit d'une industrie qui a remplacé tout ça. Mais l'industrie qui nous fait des produits faciles, qui goûtent bon, puis le mélange explosif gras-sucre, ça n'existe pas dans la nature. Un truc gras sucré, ça n'existe pas dans la nature. Ben, par contre, les Autochtones faisaient le pemmican, qu'ils appellent, où c'était de la graisse animale avec des bleuets séchés ou des petits fruits séchés, qui était un aliment de survie pour l'hiver. Donc, il y a quand même une logique à ça, mais là, c'est devenu commun. L'aspect de transformation, ça a été aussi pour faciliter la vie. C'est sûr que c'est plus facile. C'est ça, rendre ça plus... en anglais, c'est palatable. Palatable en français, ouais, ça goûte meilleur. Palatable? Oui, ouais. La sensation en bouche, le goût, la texture, le terme c'est palatable. Plus c'est le fun à manger, mieux c'est. J'apprends plein de mots avec vous. C'est vraiment fascinant. OK, donc mauvaise santé métabolique peut annoncer le diabète. Il va falloir se pencher sur qu'est-ce qu'on peut faire. Oui.